L'évolution, c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à concevoir. Et en même temps, si c'était un concept simple à comprendre, je ferais peut-être pas une chaîne de vulgarisation dessus. Alors je suis sûr que tout le monde visualise comment un mammouth peut, petit à petit, s'adapter au froid et développer une fourrure épaisse. Ça, avec la sélection naturelle, ça se conçoit plutôt bien. On imagine un processus assez graduel, un processus continu. Mais les difficultés, elles viennent quand on essaie d'expliquer des transitions qui nous paraissent discontinues. Par exemple, un poisson qui va sortir hors de l'eau et s'adapter à la vie terrestre. Ou un animal terrestre qui va s'adapter au vol. Ou encore une espèce quadrupède, comme chez les primates, qui va évoluer vers la bipédie. Et je n'ai pas pris ces exemples au hasard, c'est des questions qu'on m'a souvent posées. On m'a souvent demandé comment la sélection naturelle pouvait provoquer des changements aussi radicaux. Dans cette vidéo, on va donc détailler 2 ou 3 petits concepts qui vont, je l'espère, permettre de faire tomber de grandes barrières qui nous empêchent de comprendre pleinement l'évolution. Une des transitions les plus difficiles à concevoir, c'est celle qu'on appelle, assez maladroitement, la sortie des eaux, qui a eu lieu il y a 360 millions d'années. Je dis maladroitement puisqu'en fait il n'y a pas eu une seule sortie des eaux, mais une multitude d'espèces végétales et animales qui se sont adaptées au milieu terrestre. D'ailleurs les insectes ont colonisé le milieu terrestre bien avant les vertébrés. Et puis parler de la sortie des eaux, ça laisse penser que derrière il y avait un objectif, une finalité, alors qu'en fait il y a eu tout un tas d'espèces terrestres qui se sont réadaptées au milieu aquatique, comme les dauphins ou les ichthyosaures, dont on parlait dans l'épisode précédent. Donc en fait il y a eu de multiples sorties des eaux et de multiples retours à l'eau. Alors la sortie des eaux, au niveau de l'évolution des membres, on passe d'un membre ichtyen, celui des poissons, à un membre chiridien, le nôtre, celui des vertébrés terrestres. Et cette évolution, on la connaît de mieux en mieux grâce à la découverte de plusieurs fossiles, comme celui de Tiktaalik ou Acanthostega. Mais ce qui pose souvent problème dans la compréhension de la sortie des eaux, c'est plutôt l'évolution de l'appareil respiratoire. La sélection naturelle, je vais pas redétailler ce que c'est, mais on est d'accord que c'est un phénomène qui prend plusieurs générations. Et dans le cadre d'une espèce aquatique qui s'adapte à la vie terrestre, c'est précisément ce qui pose problème. Parce qu'un animal, pour qu'il sorte de l'eau, il lui faut des poumons pour respirer à l'air libre. Or, les espèces aquatiques, comme les poissons, elles ont des branchies pour respirer sous l'eau. Donc ça impliquerait que les poissons qui arrivent sur la terre ferme, ils doivent retenir leur respiration jusqu'à ce que leurs branchies soient remplacées par des poumons. Donc ils doivent se retenir de respirer pendant plusieurs générations. Non, heureusement, il n'y a pas eu besoin d'une telle prouesse, puisqu'en fait, il y a des poissons actuels qui possèdent des poumons, qui n'ont peut-être pas la même morphologie que les nôtres, mais qui leur permettent de respirer à l'air libre. Ces poissons possèdent donc un appareil respiratoire aquatique, les branchies, et un appareil respiratoire aérien, les poumons. Et ça, on sait que c'est une adaptation très ancienne, puisqu'en fait, on a retrouvé plusieurs poissons fossiles qui ont déjà des poumons. Alors respirer à l'air libre, ça représente un avantage quand on est un poisson, notamment quand on vit dans des mares, des lacs, des eaux stagnantes, où la concentration en oxygène dans l'eau peut être très faible. Ça représente aussi un désavantage, celui de s'exposer aux prédateurs aériens, comme les ptérosaures ou les oiseaux, et donc les poissons ont tout intérêt à garder leur branchies et leur capacité à respirer sous l'eau. Le dipneust, actuellement, c'est peut-être le poisson à poumon le plus impressionnant, puisque lui, il s'enterre durant l'été, lors de la saison sèche, et il va alors passer plusieurs mois hors de l'eau, des mois pendant lesquels il doit utiliser ses poumons. Autrement dit, nous ne sommes pas passés directement d'animaux à branchies aux animaux à poumons. Chez certains poissons, et les premiers vertébrés terrestres, il y a 2 organes pour répondre à une seule fonction, respirer. Et chez les vertébrés complètement terrestres, les poumons ont pris petit à petit le pas sur les branchies, qui ont fini par disparaître. Voilà, 2 organes pour une seule fonction. Et ce qui est amusant, c'est que le phénomène inverse existe aussi. Et oui, un même organe peut remplir plusieurs fonctions. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de la plume. On est d'accord qu'aujourd'hui, les plumes, elles permettent à la plupart des oiseaux de voler, mais comment expliquer l'évolution d'une structure aussi complexe ? Là encore, ce sont les fossiles de dinosaures qui ont permis de retracer l'évolution de la plume. Mais évolutivement, le dilemme reste le même. Il faut une plume complètement formée pour voler. Avec une protoplume, ou un simple duvet, impossible de décoller du sol. Alors quoi ? La plume aurait lentement évolué, comme ça, sans raison, en attendant que des générations plus tard, en l'occurrence des millions d'années plus tard, elle puisse permettre aux animaux de s'envoler. C'est théoriquement impossible, et dans la pratique peu probable, sachant qu'on retrouve des protoplumes chez des dinosaures qui, vu leur morphologie et leur taille, ne sont clairement pas des animaux volants.
Non, de toute évidence, ce que ces découvertes fossiles nous disent, c'est que les protoplumes n'ont rien à voir avec l'origine du vol, et servaient à une toute autre fonction. On sait par exemple qu'elles pouvaient servir dans la régulation de la température. Et plus récemment, on a découvert que les plumes des dinosaures possédaient un large éventail de colorations et de motifs, ce qui indique un rôle potentiel dans la parade pour attirer les femelles. L'évolution des plumes correspond donc à une adaptation en 2 temps. Premièrement, elles servent à la régulation de la température ou aux parades sexuelles. Et c'est seulement dans un second temps qu'elles ont pu permettre le vol. Ce type d'adaptation, où un caractère est façonné par la sélection naturelle pour une nouvelle fonction, qui n'était pas sa fonction d'origine, on appelle ça une exaptation. Voilà, j'espère que ces exemples vous auront montré que des transitions qui paraissent inconcevables ont en réalité des solutions, qu'elles soient concrètes ou théoriques. Mais pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur un point, ou plutôt une réflexion personnelle, puisque ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que notre principal frein à notre compréhension de l'évolution, c'est notre manie de tout classer, de tout ranger dans des cases. Que ce soit la case terrestre ou la case aquatique, la case dinosaure ou la case oiseau, la case bipède ou la case quadrupède, on range tout dans des cases discontinues. Alors qu'il existe en réalité une continuité entre chacune de ces cases. Il existe des espèces qui sont semi-aquatiques, ou semi-terrestres d'ailleurs, appelez ça comme vous voulez, et en fait ce sont pas 2 modes de vie véritablement distincts. De la même façon, il existe une continuité entre chaque espèce. On définit l'homme comme étant une espèce bipède, par opposition aux autres primates quadrupèdes, mais on oublie que eux aussi sont capables de bipédie. Il n'y a pas d'un côté les primates bipèdes et de l'autre les primates quadrupèdes. La plupart des primates sont capables d'adopter les 2 postures, et il y a juste certaines espèces qui ont délaissé une des 2 postures petit à petit. Alors je dis pas, classer le monde, le vivant dans des cases, c'est extrêmement pratique en science de manière générale, mais je suis persuadé que créer des cases discontinues, ça ne nous aide vraiment pas quand il s'agit d'appréhender un phénomène parfaitement continu, tel que l'évolution.